Imaginez, vous fêtez votre anniversaire, enceinte de 8 mois, votre mari à vos côtés, quand soudain sa maîtresse débarque, vous balance le gâteau en pleine figure et tout le monde, y compris les amis de votre époux, rit de votre humiliation. Mais il n'allait pas rire longtemps. Quand Sarah découvrit qu'elle était enceinte après des années d'essai, elle eut l'impression que la dernière pièce de sa vie soigneusement construite se mettait en place. Bien que la grossesse n'ait pas été de tout repos, avec de sévères nausées matinales durant le premier trimestre et un diabète gestationnel au second, Sarah abordait la maternité avec le même optimisme déterminé qu'elle mettait en toute chose. Au moment de son 33e anniversaire, Sarah était enceinte de 8 mois. Sa sœur, Amy, insista pour lui organiser une fête chez Bini, un restaurant italien chic avec un salon privé. Malgré les protestations de Sarah, qui se disait trop épuisée pour une réception, Amy se montra intraitable. « Tu mérites d'être célébrée, » lui dit Amy, « surtout maintenant. Laisse les gens te montrer à quel point ils tiennent à toi. » Sarah céda, touchée par l'insistance de sa sœur. Le soir de la fête arriva. Sarah portait une robe de maternité bleu marine pour laquelle elle avait fait une folie, une de celles qui la faisaient se sentir belle malgré l'inconfort de la fin de grossesse. Marc s'était montré distant ces derniers temps, prétextant le stress au travail. Mais ce soir-là, il semblait attentionné, l'aidant à monter en voiture et lui tenant la main en entrant dans le restaurant. Le salon privé de Bini avait été transformé avec des décorations argentées et dorées, une banderole « Joyeux anniversaire Sarah » accrochée sur un mur. Environ 30 invités discutaient autour de manches debout, collègues, amis du quartier, membres de la famille et plusieurs amis de Marc de son cabinet, un groupe bruyant qui avait toujours mis Sarah légèrement mal à l'aise avec leur mentalité de « club de mecs » un peu potache. En apparence, c'était la célébration parfaite. Amy avait commandé un gâteau à 3 étages décoré de fleurs en pâte à sucre assorties au thème que Sarah avait choisi pour la chambre du bébé. Alors que la soirée avançait, Marc fit teinter son verre pour attirer l'attention de tous. « J'aimerais porter un toast », annonça-t-il, sa voix portant à travers la pièce tandis que les conversations se taisaient. « À ma merveilleuse épouse, en ce jour spécial. » Sarah se tenait à côté de lui, rougissant sous les regards. Marc continua. « Sarah, tu es rayonnante, ma querie. Je suis l'homme le plus chanceux du monde de t'avoir pour épouse et bientôt pour mère de notre enfant. » Les amis et la famille levèrent leurs verres à l'unisson pour Sarah. Ce que personne ne savait, ce que Sarah elle-même n'aurait pu imaginer, c'est que les paroles de Marc étaient un chef-d'œuvre de tromperie. Pendant qu'il parlait de chance et d'amour, il cachait un secret qui était sur le point d'exploser au grand jour de la manière la plus dévastatrice possible. Amy tendit à Sarah le couteau à gâteau, un héritage en argent plaqué ayant appartenu à leur grand-mère. Marc posa sa main sur celle de Sarah alors qu'il positionnait le couteau sur le premier étage, un moment parfait qu'Amy immortalisa avec son téléphone. Sarah sourit, sentant un léger mouvement du bébé, comme si son enfant à naître participait à la célébration. C'est alors que la porte du salon privé s'ouvrit brusquement. La femme qui entra était une inconnue pour Sarah. Elle était plus jeune, peut-être 28 ans, avec des cheveux bruns brillants lui tombant sur les épaules et une robe rouge moulante qui soulignait sa silhouette élancée. Tout en elle rayonnait d'assurance alors qu'elle scrutait la pièce avec un détachement froid. La conversation cessa immédiatement. Dans le silence soudain, les talons hauts de la femme claquèrent sèchement sur le parquet tandis qu'elle se dirigeait vers le centre de la pièce. Sarah remarqua que la main de Marc se raidissait sur la sienne. Quand elle le regarda, son visage avait perdu toute couleur. « Ne laissez surtout pas interrompre votre moment en famille », dit la femme, sa voix dégoulinant de sarcasme. Sarah regarda tour à tour l'inconnu et son mari, la confusion embrouillant ses traits. « Marc, qui est-ce » Avant que Marc ne puisse répondre, la femme continua son avancée jusqu'à se tenir directement en face d'eux, de l'autre côté de la table du gâteau. « Je suis Jessica », dit-elle à Sarah, bien que ses yeux restassent fixés sur Marc. « Demandez à votre mari qui je suis. » Marc s'avança, se positionnant entre les deux femmes. « Ce n'est pas l'endroit, » dit-il doucement à Jessica. « S'il te plaît, pars. » Jessica laissa échapper un rire sec, dépourvu d'humour. « Pas l'endroit ?
C'est ce que tu disais quand tu étais dans mon lit la nuit dernière? Ce n'est pas l'endroit? La salle entière suffoqua. La main de Sarah se posa instinctivement sur son ventre, un geste protecteur pour son enfant à naître. Marc, la voix de Sarah tremblait, de quoi parle-t-elle? Marc resta figé, n'offrant aucune défense, aucun déni. Son silence était une confirmation suffisante. Les yeux de Jessica se tournèrent enfin vers Sarah, observant son ventre de femme enceinte avec un dédain évident. Il promet de te quitter depuis 6 mois. Même après avoir appris pour le bébé. Ses lèvres se retroussèrent de dégoût. Il a dit que ce n'était pas le sien. Sarah eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. 6 mois. Leur enfant avait été conçu il y a 8 mois, ce qui signifiait que Marc avait commencé sa liaison peu après avoir appris qu'il allait être père. Est-ce vrai? Demanda Sarah, bien qu'elle connût déjà la réponse d'après l'expression accablée de Marc. Jessica n'attendit pas la réponse de Marc. D'un mouvement rapide, elle se pencha, attrapa le premier étage du gâteau et le projeta directement sur Sarah. Le gâteau frappa Sarah en pleine poitrine, le glaçage éclaboussant son visage, ses cheveux et la robe bleu marine qu'elle avait si soigneusement choisie. Des morceaux de gâteau glissèrent sur son ventre de femme enceinte, laissant des traînées de crème au beurre. Maintenant, tu as l'air aussi pathétique que tu le es réellement, cracha Jessica. Pendant 3 secondes insoutenables, la pièce fut totalement silencieuse. Sarah se tenait immobile, le gâteau dégoulinant de ses cheveux et de ses cils, l'humiliation totale du moment surpassant même le choc d'apprendre la trahison de son mari. Puis, de la table d'angle où étaient assis les amis de travail de Marc, un ricanement brisa le silence. Le ricanement se transforma en petit rire, ce qui donna la permission aux autres de se joindre. En quelques instants, plusieurs invités riaient, certains par amusement sincère, d'autres à cause de la tension inconfortable de la situation. Sarah regarda autour d'elle à travers ses yeux maculés de gâteau, observant les visages rieurs, puis se tourna vers Marc, le suppliant silencieusement de faire quelque chose, de dire quelque chose, de la défendre. Mais Marc resta paralysé entre sa femme et sa maîtresse, ne disant rien, ne faisant rien. Seul Ami se précipita à l'aide de sa sœur, attrapant des serviettes sur une table voisine et se hâtant vers Sarah tout en fusillant du regard les invités qui riaient. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous » cria Ami, sa voix tranchant à travers les rires. Les événements qui suivirent se déroulèrent en une terrible cascade, chaque moment plus choquant que le précédent. Alors qu'Ami tentait d'essuyer le gâteau du visage de sa sœur, Sarah halta soudainement, se pliant en deux de douleur. « Quelque chose ne va pas » murmura-t-elle, serrant son ventre. Le bébé. Les rires cessèrent instantanément. Le visage de Sarah se crispa de douleur alors qu'une tache sombre apparaissait sur sa robe sous les bavures de gâteau. Elle venait de perdre les os, près d'1 mois avant terme. « Appelez une ambulance » hurla Ami, soutenant sa sœur alors que les genoux de Sarah flageolaient. Tandis que les invités se précipitaient sur leur téléphone, Marc se dirigea enfin vers sa femme. « Chérie, je suis tellement désolée. Commença-t-il. Les yeux de Sarah brillèrent d'une fureur qui le stoppa net. « Ne me touche pas » siffla-t-elle entre ses dents serrées. Près de la porte, l'expression de Jessica était passée d'une satisfaction vengeresse à l'horreur en observant l'urgence médicale se dérouler. Une conséquence qu'elle n'avait clairement pas anticipée. Sans un mot de plus, elle recula hors de la pièce et disparut. En quelques minutes, les ambulanciers arrivèrent et transportèrent Sarah d'urgence à l'hôpital central. Alors qu'il la soulevait sur le brancard, elle croisa le regard d'Ami. « Ne me laisse pas » murmura-t-elle. « Jamais » promit Ami, serrant la main de sa sœur. « Jamais » À l'hôpital, les médecins reconnurent immédiatement la gravité de la situation. Sarah faisait un travail prématuré compliqué par des signes de décollement placentaire, une condition dangereuse où le placenta se détache de la paroi utérine avant l'accouchement. Le stress émotionnel et physique de l'humiliation publique avait probablement déclenché la complication. Dans la salle d'attente, un drame insoutenable se jouait entre les membres de la famille qui avaient suivi l'ambulance. Marc arpentait nerveusement, son beau visage maintenant hagard d'inquiétude et de culpabilité.
Les parents de Sarah étaient blottis l'un contre l'autre, sa mère pleurant doucement tandis que son père regardait fixement devant lui, refusant de reconnaître la présence de son gendre. Amy se tenait à l'écart, tapant furieusement sur son téléphone. Quand Mark s'approcha d'elle, elle leva les yeux avec un tel venin qu'il recula physiquement. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, désignant son téléphone. Amy tourna l'écran vers lui. On y voyait une vidéo en cours de lecture, les images qu'elle avait enregistrées pendant le toast d'anniversaire et la découpe du gâteau. La vidéo montrait clairement l'entrée de Jessica, ses accusations, le lancer de gâteau, et le plus accablant de tout, les rires qui avaient suivi et l'incapacité totale de Mark à défendre sa femme enceinte. J'enregistrais ce que je pensais être un doux souvenir d'anniversaire, dit Amy, sa voix basse et dangereuse. Au lieu de ça, j'ai capturé exactement qui tu es, qui sont tes amis, qui est cette femme. Le visage de Mark blêmit davantage. Amy, s'il te plaît. Je l'ai déjà envoyé à l'avocat de Sarah, le coupa Amy. Et s'il arrive quoi que ce soit à ma sœur ou à ce bébé, je l'envoie à toutes les personnes que tu connais. Avant que Mark ne puisse répondre, un médecin entra dans la salle d'attente. Tout le monde se tourna vers lui, le conflit familial momentanément suspendu par l'inquiétude collective pour Sarah et son enfant à naître. Le stress a causé des complications, expliqua sobrement le médecin. Nous faisons tout notre possible, mais la mère et le bébé sont en détresse. Nous nous préparons pour une césarienne d'urgence. La mère de Sarah sanglota bruyamment. Son père parla enfin, s'adressant directement à Mark pour la première fois. S'il leur arrive quelque chose, tu auras affaire à moi. Alors que le médecin repartait vers Sarah, Amy se tourna une dernière fois vers Mark. C'est de ta faute, dit-elle. Tout ça. Derrière les portes battantes du bloc opératoire, Sarah gisait, consciente mais sous sédatif, sur la table d'opération tandis que les médecins s'affairaient en urgence pour mettre au monde son bébé. Les lumières vives au-dessus d'elle semblaient pulser au rythme de la douleur qui irradiait son corps. Tension en baisse, cria une infirmière. Il faut aller plus vite, répondit le chirurgien principal. Bébé en détresse. À travers le brouillard des médicaments et de la douleur, Sarah pouvait entendre l'urgence dans leur voix. Une partie d'elle enregistra qu'elle devrait être terrifiée, mais au lieu de cela, elle se sentait étrangement détachée, comme si elle observait les événements se dérouler à distance. L'humiliation de la fête d'anniversaire semblait être un cauchemar lointain comparé à la possibilité très réelle de perdre son enfant. « Restez avec nous, Sarah », l'encouragea l'anesthésiste, remarquant sa conscience défaillante. « Votre bébé a besoin que vous soyez forte maintenant. » Ces mots transpercèrent le brouillard mental de Sarah. « Mon bébé a besoin de moi. » Cette pensée devint son encre tandis que l'équipe médicale s'efforçait de les sauver toutes les deux. Dans la salle d'attente, la tension était devenue insupportable. 2 heures s'étaient écoulées sans nouvelles. Mark était assis seul dans un coin, appelant Jessica à plusieurs reprises, qui ne répondait pas, tandis que la famille de Sarah se serrait les coudes de l'autre côté de la pièce. Amy était sortie brièvement pour parler avec la meilleure amie de Sarah, Rebecca, qui venait d'arriver à l'hôpital après avoir appris la nouvelle. « C'est vrai ?» demanda Rebecca, les yeux écarquillés d'incrédulité. Mark la trompait. Amy acquiesça sombrement. Depuis des mois, apparemment. Et cette femme a vraiment jeté le gâteau sur Sarah alors qu'elle est enceinte de 8 mois ? J'ai tout enregistré, confirma Amy, montrant à Rebecca un extrait de la vidéo. Ses collègues de travail riaient. Mark est resté là, comme une statue. Rebecca regarda la vidéo, la main sur la bouche. « C'est monstrueux », murmura-t-elle. « Comment va Sarah ?» Le sang-froid d'Amy céda finalement. « On ne sait pas. Ils font une césarienne d'urgence. Il y a une sorte de complication avec le placenta. » Rebecca serra Amy dans une étreinte farouche. « Sarah est la personne la plus forte que je connaisse, » dit-elle fermement. « Elle s'en sortira. » Alors qu'elle s'étreignait, un chirurgien en blouse bleue entra dans la salle d'attente. Tout le monde se tut immédiatement, se tournant vers lui avec des expressions allant de l'espoir à l'effroi.
Le visage du chirurgien ne laissait rien paraître alors qu'il abaissait son masque. Le bébé est né, annonça-t-il. Une fille. 2 kilos 3 cents. Un soupir collectif emplit la pièce. Mark S.L. Leva. Et Sarah? Demanda-t-il. L'expression du chirurgien se crispa légèrement. Votre femme a subi une hémorragie importante pendant l'intervention. Nous l'avons stabilisée, mais elle a perdu beaucoup de sang et reste dans un état critique. Les prochaines 24 heures seront cruciales. La mère de Sarah s'effondra contre son mari, qui s'adressa au chirurgien. Le bébé, elle va bien. Elle est prématurée et éprouve quelques difficultés respiratoires, ce qui est courant à 34 semaines. Elle a été emmenée à l'USIN pour une assistance respiratoire et une surveillance. Pouvons-nous les voir? Demanda Amy. Le bébé, oui, mais seulement 2 visiteurs à la fois en USIN. Sarah est en salle de réveil et lourdement sédatée. Une personne peut s'asseoir avec elle une fois qu'elle sera transférée en soins intensifs, ce qui devrait être d'ici 1 heure. Alors que le chirurgien partait, les parents de Sarah déclarèrent immédiatement leur intention de voir leur petite fille. Mark s'apprêta à les suivre, mais le père de Sarah lui barra le passage. « Tu en as assez fait, dit-il froidement. Reste loin de ma fille et de ma petite fille. » Mark, toujours sous le choc des événements de la soirée, ne discuta pas. Il se laissa retomber sur sa chaise tandis que les parents de Sarah suivaient une infirmière vers l'USIN. Amy s'approcha de Mark, sa fureur antérieure maintenant tempérée par l'épuisement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi lui as-tu fait ça ?» Mark regarda le sol, incapable de croiser son regard. « Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. » Ce n'est pas une réponse, insista Amy. Sarah n'a été qu'aimante et encourageante. Elle était si excitée par le bébé. Ton bébé. Mark passa ses mains dans ses cheveux, frustré. C'est juste arrivé. Jessica était nouvelle au cabinet. On a commencé à travailler tard ensemble. Sarah était tellement concentrée sur la grossesse, parlant toujours du bébé, faisant des plans. Alors, pendant que ma sœur se préparait à mettre au monde ton enfant, tu couchais avec une collègue parce que tu te sentais négligée? La voix d'Amy dégoulinait de mépris. Et tu as dit à cette femme que le bébé n'était pas le tien? Comment as-tu pu dire ça? Mark n'eut aucune réponse. L'ampleur de sa trahison, mise à nu dans le résumé succinct d'Amy, sembla enfin le frapper. Je dois arranger ça, dit-il faiblement. Tu ne peux pas, rétorqua sèchement Amy. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de partir. Sarah n'a pas besoin du stress de te voir quand elle se réveillera. C'est ma femme, protesta Mark. C'est ma fille. Tu aurais dû t'en souvenir avant de commencer à coucher avec Jessica, répliqua Amy. Avant de rester là pendant qu'elle agressait ta femme enceinte. Avant que toi et tes amis ne riaient pendant que Sarah s'effondrait. Mark tressaillit à chaque accusation. Je n'ai pas ri, marmonna-t-il. Non, tu n'as juste rien fait, ce qui est pire. Amy vérifia son téléphone, qui n'arrêtait pas de vibrer. Je vais voir comment va ma sœur. Tu devrais savoir que la vidéo circule déjà. Rebecca a des relations dans plusieurs médias, et ils sont très intéressés par l'histoire d'un banquier d'affaires dont la maîtresse a attaqué sa femme enceinte à sa fête d'anniversaire, déclenchant un accouchement prématuré. La tête de Mark se redressa brusquement. Tu ne peux pas diffuser cette vidéo. Ça pourrait ruiner ma carrière. Le rire d'Amy était sans humour. Ta carrière? Ma sœur a failli mourir ce soir. Ta fille se bat pour respirer en USIN, et tu t'inquiètes pour ton travail? Sans attendre sa réponse, Amy s'éloigna, laissant Mark seul avec les conséquences de ses actes qui commençaient à se dérouler autour de lui. L'unité de soins intensifs était étrangement calme, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Sarah gisait inconsciente, sa peau presque aussi blanche que les draps de l'hôpital, de multiples perfusions courant dans ses bras. Amy était assise à côté d'elle, tenant la main inerte de sa sœur tout en faisant défiler son téléphone de sa main libre. La vidéo était en effet devenue virale.
En seulement 3 heures, elle avait été partagée des milliers de fois sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Les sites d'information reprenaient l'histoire avec des titres comme « La maîtresse d'un banquier attaque sa femme enceinte », déclenche un accouchement prématuré et « Agression au gâteau mène à une urgence médicale, le mari reste passif ». Le cabinet d'investissement de Mark était tagué dans des centaines de publications, les gens demandant s'ils cautionnaient le comportement de leurs employés. L'identité de Jessica avait été rapidement découverte par des internautes futés qui l'avaient reconnue sur le site web du cabinet. Ses comptes de médias sociaux étaient inondés de commentaires indignés. Amy ressentit une sombre satisfaction face à la réaction publique rapide. Bien qu'elle n'ait pas personnellement envoyé la vidéo aux médias, elle n'avait pas empêché Rebecca de le faire. Sarah aurait besoin de tout le soutien possible dans les jours à venir, et le tribunal de l'opinion publique était fermement de son côté. Un faible gémissement attira de nouveau l'attention d'Amy sur sa sœur. Les paupières de Sarah papillonnèrent, puis s'ouvrirent lentement. « Amy !» Sa voix était à peine audible. « Je suis là », l'assura Amy, posant immédiatement son téléphone. « Tu vas bien. Tu es à l'hôpital. » La main de Sarah se déplaça faiblement vers son ventre, maintenant visiblement plat sous le drap de l'hôpital. La panique brilla dans ses yeux. « Le bébé » murmura-t-elle avec urgence. « Elle est en usin. 2,3 kg. Maman et papa sont avec elle maintenant. Elle a besoin d'un peu d'aide pour respirer, mais les médecins disent qu'elle est forte. » Le soulagement inonda le visage de Sarah, suivi rapidement par le retour de la conscience des événements qui avaient conduit à son hospitalisation. Des larmes emplirent ses yeux. « Ce n'était pas un cauchemar, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Mark. Jessica, ils étaient réels. » Amy serra la main de sa sœur. « Je suis tellement désolée, Sarah. » Sarah détourna le visage, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Tout le monde riait, » dit-elle, sa voix se brisant. « La maîtresse de mon mari m'a jeté du gâteau dessus, et les gens ont ri. » « Pas tout le monde, » corrigea doucement Amy. « Et ceux qui l'ont fait font face à de sérieuses conséquences maintenant. » Sarah la regarda de nouveau, la confusion évidente à travers ses larmes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Amy hésita, ne sachant pas si c'était le moment d'expliquer la vidéo virale et le tollé public. Avant qu'elle ne puisse se décider, une infirmière entra dans la pièce. « Elle est réveillée », observa l'infirmière avec un sourire chaleureux. « C'est merveilleux. Comment vous sentez-vous, Sarah ?» « Comme si j'avais été percutée par un camion », admit faiblement Sarah. « C'est normal après ce que vous avez traversé. Votre médecin passera bientôt tout vous expliquer. En attendant, il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer sa maman, si vous vous en sentez capable. » Tandis que l'infirmière parlait, un autre membre du personnel poussa un berceau transparent contenant un minuscule paquet emmailloté dans une couverture rose. Malgré son épuisement et sa douleur, Sarah essaya immédiatement de s'asseoir. « Doucement », avertit l'infirmière, ajustant le lit à une légère inclinaison. « Vous avez une cicatrice fraîche à protéger. » Avec une efficacité experte, l'infirmière souleva le minuscule bébé du berceau et le plaça doucement sur la poitrine de Sarah, arrangeant les tubes et les fils qui reliaient le nouveau-né à un moniteur portable. « Elle a encore besoin d'une assistance respiratoire, donc elle ne peut rester que quelques minutes, » expliqua l'infirmière. « Mais le contact peau à peau est bénéfique pour vous deux. » Sarah contempla le visage de sa fille avec émerveillement. Malgré le traumatisme de sa naissance, malgré la trahison qui l'avait précédée, la connexion fut immédiate et écrasante. Les yeux du bébé étaient fermés, ses traits minuscules parfaits en miniature, une calotte de cheveux foncés dépassant du bonnet de l'hôpital. « Bonjour, petite puce », murmura Sarah, ses larmes coulant maintenant pour une raison entièrement différente. « Je suis ta maman. » Amy observa le moment, la gorge nouée. Au milieu de la catastrophe, ce petit miracle faisait en quelque sorte reculer tout le reste en importance. « Avez-vous pensé à un prénom ?» demanda l'infirmière, vérifiant les moniteurs du bébé. Sarah hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage de sa fille. « Sophia », dit-elle doucement.
Ça signifie sagesse. Pendant que Sarah créait des liens avec sa nouveau-née, Mark faisait face à une autre sorte de réalité dans le parking de l'hôpital. Son téléphone explosait de notifications. Appels de son patron, SMS de collègues, emails de clients qui avaient vu la vidéo. Ses parents avaient laissé 3 messages vocaux, chacun plus affligé que le précédent. Jessica avait finalement retourné ses appels, mais seulement pour l'informer qu'elle avait été mise en congé administratif en attendant une enquête du département RH du cabinet. Elle le blâmait entièrement, affirmant qu'il l'avait induite en erreur sur l'état de son mariage. « Tu m'as dit qu'elle savait qu'on se voyait », avait sangloté Jessica au téléphone. « Tu as dit que vous étiez séparés de fait. Maintenant, on me traite de briseuse de ménage et je reçois des menaces de mort en ligne. » Mark n'avait aucun réconfort à lui offrir. L'ampleur de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'il avait fait, commençait enfin à le frapper. Il avait trahi sa femme enceinte, menti à sa maîtresse sur l'état de son mariage, et lorsque le moment de vérité était arrivé, il était resté figé, ne protégeant aucune des deux femmes. Son téléphone sonna de nouveau. Son patron. Avec résignation, il répondit. « Mark, j'ai besoin de vous dans mon bureau demain matin à 8 heures précises, » dit l'associé principal sans préambule. « Le comité exécutif convoque une réunion d'urgence concernant votre situation. » Je comprends, répondit Mark, hébété. « J'ai reçu des appels de clients toute la soirée, » continua son patron, la colère évidente dans sa voix. « La réputation du cabinet prend un coup chaque fois que cette vidéo est partagée. » « Je suis désolé, » offrit Mark, inadéquatement. « Gardez ça pour demain, » lâcha son patron avant de raccrocher. Mark resta assis dans sa voiture, le poids de la vie qu'il avait construite et qui s'effondrait pesant sur lui. Il avait mis en péril son mariage, sa relation avec sa fille nouveau-née, sa réputation professionnelle et la réputation de son cabinet. Tout cela pour une liaison qui avait commencé comme une distraction flatteuse et avait évolué en une addiction à l'excitation et à la nouveauté que Jessica représentait. Alors que les lumières de l'hôpital se reflétaient sur son pare-brise, Mark prit une décision. Il se battrait pour arranger les choses. Il supplierait le pardon de Sarah, promettrait d'être un homme meilleur, un père dévoué. Sûrement, une fois le choc initial passé, elle verrait que briser leur famille n'était pas la solution. Avec cette résolution raffermissant sa colonne vertébrale, Mark rentra enfin chez lui, dans la maison vide qu'il partageait avec Sarah, ignorant que les dégâts qu'il avait causés étaient bien trop importants pour que de simples excuses puissent les réparer. Au matin, ce qui avait commencé comme une vidéo virale s'était transformé en une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Le hashtag Justice pour Sarah était en tendance nationale. Des gens de tous horizons exprimant leur indignation face au traitement infligé à une femme enceinte par son mari, sa maîtresse et les spectateurs hilars. Des camionnettes de presse s'étaient rassemblées devant l'hôpital, bien que la sécurité tînt les journalistes à distance. Le cabinet d'investissement de Mark, Bradford & Lockhart, avait publié une déclaration laconique indiquant qu'ils enquêtaient sur l'affaire en interne et ne cautionnaient pas le comportement dépeint dans la vidéo. Plusieurs clients de Mark avaient publiquement annoncé qu'ils retiraient leurs affaires, ne voulant pas être associés à quelqu'un dont la conduite personnelle était si clairement en contradiction avec leurs valeurs d'entreprise. Pendant ce temps, dans l'usin de l'hôpital, Sarah était assise dans un fauteuil roulant à côté de la couveuse de sa fille, un type de média très différent se déroulant sur la petite télévision fixée au mur. Un présentateur de nouvelles locales discutait de l'incident avec un dégoût à peine dissimulé. Des sources proches de la famille affirment que la mère et le bébé sont dans un état stable ce matin après l'accouchement prématuré induit par le stress, rapporta le présentateur. Le mari, identifié comme Mark Mitchell, un gestionnaire d'investissement senior chez Bradford & Lockhart, n'a fait aucune déclaration concernant l'incident. La mère de Sarah attrapa la télécommande et coupa le son de la télévision. « Tu n'as pas besoin d'écouter ça maintenant, ma chérie. » Les yeux de Sarah restèrent fixés sur sa fille, qui respirait plus facilement ce matin, selon les médecins. « Ce n'est pas grave, maman. Ça n'a plus d'importance. » Son père, qui se tenait protecteur près de la porte, ricana. « Ça n'a plus d'importance ? Cet homme t'a humilié devant tous ceux que tu connais.
Sa petite amie t'a agressé. Ils ont mis en danger la vie de ma petite fille. Bien sûr que ça a de l'importance. Sarah leva enfin les yeux, son expression calme malgré la pâleur persistante de sa peau. Je veux dire, la couverture médiatique n'a pas d'importance. Ce qui importe est ici. Elle caressa doucement de son doigt la petite main de Sophia, qui la saisit par réflexe. Tout le reste n'est que du bruit. Ses parents échangèrent des regards inquiets. Le sang-froid de leur fille semblait presque contre nature compte tenu des circonstances. L'obstétricien les avait prévenus que Sarah pourrait éprouver une sorte d'engourdissement émotionnel comme mécanisme de protection contre le traumatisme. Amy entra dans l'usin, revenant tout juste de chez Sarah avec des vêtements propres et des articles de toilette. La sécurité m'a arrêté en chemin, rapporta-t-elle. Marc essaie d'entrer pour te voir, toi et le bébé. Il le garde dans le hall pour l'instant. Le calme apparent de Sarah se fissura légèrement. Je ne veux pas le voir, dit-elle doucement. Tu n'as pas à le faire, l'assura son père. Je vais m'en occuper. Alors qu'il se tournait pour partir, Sarah l'appela. Papa, pas de scène, s'il te plaît. Je veux juste qu'il s'en aille. Son père acquiesça à contre-cœur, puis alla intercepter son gendre. Dans le hall de l'hôpital, Marc était assis avec raideur sur une chaise en plastique inconfortable, un petit ours en peluche serré dans ses mains. Il était venu directement de sa réunion matinale au cabinet, où il avait été mis en congé pour une durée indéterminée en attendant une enquête complète. Ses collègues avaient détourné les yeux alors qu'il vidait son bureau, personne ne voulant être associé à l'homme dont le visage était vilipendé sur les réseaux sociaux. Quand il vit le père de Sarah s'approcher, Marc se leva rapidement, l'espoir brillant sur ses traits émaciés. « Robert, merci d'être descendu. J'ai besoin de voir Sarah et le bébé. J'ai essayé de... » Robert leva une main. « Sarah ne veut pas te voir. Pas maintenant. Peut-être jamais. » Le visage de Marc s'affaissa. « Elle ne peut pas m'empêcher de voir ma fille. »« Ta fille. » La voix de Robert monta dangereusement, attirant les regards des visiteurs voisins. Il fit un effort visible pour se contrôler. « La fille dont tu as dit à ta petite amie qu'elle n'était pas la tienne ? Celle qui est née un mois plus tôt à cause de tes actions ? J'ai fait une terrible erreur, admit Marc, les yeux suppliants. Beaucoup d'erreurs. Mais j'aime Sarah. J'aime notre bébé. Je veux arranger les choses. » Robert considéra son gendre avec une froide évaluation. « Marc, je te connais depuis 7 ans. Je t'ai accueilli dans notre famille. Je t'ai confié le bonheur de ma fille. Et maintenant, je vois que je ne t'ai jamais vraiment connu. » Les gens font des erreurs, insista Marc. Sarah et moi pouvons surmonter ça. Ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est oublier un anniversaire ou dire quelque chose d'irréfléchi sous le coup de la colère. Tu as entretenu une liaison pendant des mois, menti sur la paternité de ton enfant et tu es resté là pendant que ta femme enceinte était publiquement humiliée et entrait en travail prématuré. Ce sont des choix, Marc. Des choix délibérés qui révèlent ton caractère. Marc n'eut aucune réponse à cette évaluation brutale. Robert continua, sa voix baissant. Sarah a donné instruction à l'hôpital que tu n'es pas autorisé dans sa chambre. Elle a également contacté son avocat. Je te suggère de faire de même. Son avocat, répéta Marc, abasourdi. Ça fait moins de 24 heures. Et pendant ces heures, elle a failli mourir en mettant ton enfant au monde, souligna Robert. Peut-être que cela a clarifié sa pensée sur ce qu'elle mérite dans la vie. Ça l'a certainement fait pour moi. Sur ce, Robert se tourna et retourna vers les ascenseurs, laissant Marc serrant le petit ours en peluche dans le hall, entouré d'étrangers qui lui lançaient des regards curieux, reconnaissant l'homme de la vidéo virale. Sarah se tenait à la fenêtre de sa chambre d'hôpital, regardant Amy garer la voiture devant l'entrée principale. Après une semaine de convalescence pour la mère et la fille, elle sortait enfin. Sophia, bien que toujours plus petite que la moyenne, avait fait preuve d'une résilience remarquable, passant rapidement de l'assistance respiratoire à une respiration autonome. Les blessures physiques de la césarienne d'urgence de Sarah guérissaient bien,
selon ses médecins. Les blessures émotionnelles prendraient plus de temps, mais Sarah avait surpris tout le monde, surtout elle-même, par sa clarté et sa résolution. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Sarah se tourna, s'attendant à une infirmière avec les papiers de sortie, mais trouva à la place Rebecca, sa meilleure amie depuis l'université. « Prête pour la grande évasion ?» demanda Rebecca en entrant avec un grand sac cadeau. Sarah sourit, une chaleur authentique perçant sa réserve. « Plus que prête. La nourriture de l'hôpital est tout ce qu'on en dit. » Rebecca posa le sac et serra son amie dans ses bras, prudemment, consciente de sa cicatrice en guérison. « Comment vas-tu, vraiment ?» demanda-t-elle, étudiant le visage de Sarah. Sarah soupira, s'asseyant sur le bord du lit d'hôpital soigneusement fait. Physiquement, de mieux en mieux chaque jour. Émotionnellement, je suis encore en train de comprendre. C'est comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre imploser, sauf que parfois je me souviens que c'est la mienne. Rebecca acquiesça avec sympathie. C'est une réaction normale au traumatisme. Ton cerveau te protège pendant que tu digères tout. La thérapeute qu'ils ont envoyée a dit la même chose, reconnut Sarah. Elle a aussi dit que c'était normal de ne pas avoir toutes les réponses pour l'instant. Sage-femme, approuva Rebecca. Alors, quelle est la suite? Maman et papa veulent que je reste avec eux pendant un moment, mais j'ai dit non. J'ai besoin de me tenir sur mes deux jambes, de découvrir qui je suis maintenant. Les yeux de Sarah dérivèrent vers le berceau où Sophia dormait paisiblement. De plus, leur maison est pleine d'escaliers, ce qui n'est pas idéal avec un nouveau-né et une césarienne. Où iras-tu? À la maison, pour l'instant. Marc a déménagé la plupart de ses affaires hier, selon Amy. Il reste à l'hôtel pendant que nous. Elle hésita sur le mot. Nous séparons. Rebecca haussa un sourcil. Juste séparés. Le regard de Sarah se durcit légèrement. Pour l'instant. Mon avocate m'a conseillé de prendre les choses une étape à la fois. La première priorité était d'obtenir une ordonnance de protection temporaire basée sur l'agression de Jessica. La deuxième était d'assurer un soutien financier provisoire pour Sophia et moi pendant mon congé de maternité. Le divorce est l'étape 3. Alors tu as décidé. Sarah acquiesca lentament. Je n'arrête pas de penser à ce moment où Jessica lançait des accusations et où Marc est resté là, sans rien faire. Il n'a rien nié, ne m'a pas défendu, n'a même pas essayé de l'empêcher de jeter le gâteau. S'il ne pouvait pas me protéger à ce moment-là, comment pourrais-je jamais lui faire confiance pour protéger Sophia? Rebecca serra la main de son amie. Tu prends la bonne décision. Et tu n'es pas seule là-dedans. En parlant de ça, elle attrapa le sac cadeau qu'elle avait apporté. Ça vient de tout le monde au bureau. On a fait une collecte. Sarah ouvrit le sac pour y trouver un couffin portable, plusieurs paquets de couches pour nouveau-né et une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une carte signée par des dizaines de ses collègues et une carte cadeau substantielle pour un magasin de puériculture. Des larmes emplirent les yeux de Sarah. C'est tellement généreux. Ce n'est pas tout, continua Rebecca. Les associés ont prolongé ton congé de maternité à 16 semaines, entièrement payé. Ils ont dit de prendre tout le temps dont tu as besoin. Sarah resta momentanément sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu laisseras tes amis t'aider, suggéra doucement Rebecca. Tu as toujours été la forte, celle qui a tout sous contrôle. Mais même les personnes les plus fortes ont parfois besoin de soutien. Avant que Sarah ne puisse répondre, une infirmière entra, poussant un petit chariot. « Prête à rentrer à la maison, maman ?» demanda-t-elle joyeusement. « Juste votre signature sur ces papiers de sortie et vous et la petite Sophia êtes libres de partir. » Alors que Sarah signait les documents, Amy apparut dans l'embrasure de la porte avec un siège auto. « Votre carrosse vous attend, madame », annonça-t-elle avec une révérence théâtrale. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Sarah rit, un son authentique et spontané qui sembla même la surprendre. C'était un petit moment de légèreté dans ce qui avait été la semaine la plus sombre de sa vie, un rappel que la joie pouvait encore exister aux côtés de la douleur. À l'extérieur de l'hôpital,
Quelques journalistes persistants s'attardaient, espérant un aperçu de la femme dont l'histoire avait captivé l'imagination du public. La sécurité de l'hôpital forma une barrière protectrice pendant qu'Amy amenait la voiture, protégeant Sarah et le bébé des regards indiscrets et des caméras. En s'éloignant de l'hôpital, Sarah regarda par la fenêtre la ville qui défilait. Le monde semblait différent, en quelque sorte. Les couleurs plus vives, les contrastes plus nets. Ou peut-être était-ce Sarah elle-même qui avait changé, sa perception altérée par les séismes de sa vie. « Ça va ?» demanda Amy, jetant un coup d'œil à sa sœur dans le rétroviseur. Sarah baissa les yeux sur Sophia, dormant paisiblement dans son siège auto, puis releva les yeux vers la route. « Ça ira », répondit-elle, et fut surprise de découvrir qu'elle le croyait réellement. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Mark était assis dans le bureau de la directrice des ressources humaines de Bradford & Lockhart. Une femme sévère nommée Vivien, qui travaillait pour le cabinet depuis 20 ans. À côté d'elle se trouvait Harold Bradford lui-même, l'associé fondateur du cabinet, son expression grave. Le comité exécutif a conclu son examen de la situation, déclara Vivien formellement. En raison de la gravité des allégations et de la publicité négative affectant nos relations avec les clients, nous n'avons d'autre choix que de mettre fin à votre emploi avec effet immédiat. Mark s'y attendait, mais la réalité le frappa quand même comme un coup physique. « Je comprends », réussit-il à dire. « Vos actions rejaillissent négativement sur ce cabinet », ajouta Bradford, sa désapprobation évidente. « Nous avons perdu 3 clients majeurs la semaine dernière. Notre réputation de discrétion et d'intégrité a été compromise. » E.T. Jessica, demanda Mark. Est-elle également licenciée? Les lèvres de Vivien s'amincirent. Mademoiselle Roberts a démissionné hier. Cette affaire est close. Mark acquiesça, sans surprise. Jessica avait clairement indiqué qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui ou la situation. Son dernier SMS avait été brutal. « Ma vie est ruinée à cause de toi. Ne me contacte plus jamais. » « Vous recevrez 2 semaines d'indemnité de départ, » continua Vivien. « Vos effets personnels ont été emballés et attendent à la réception. En raison de la sensibilité des informations clients, vous serez escorté hors du bâtiment immédiatement après cette réunion. » C'était une chute vertigineuse. Il y a à peine une semaine, Mark était en bonne voie pour devenir associé dans les 2 prochaines années. Maintenant, il était traité comme un risque pour la sécurité, sa carrière en lambeaux, sa réputation détruite. « Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire ?» demanda Bradford, son ton suggérant qu'il n'y avait rien que Mark puisse dire pour améliorer la situation. Mark réfléchit un instant. « J'aimerais m'excuser pour le tort que j'ai causé au cabinet. Mes échecs personnels n'auraient pas dû affecter la réputation de Bradford & Lockhart. » L'expression de Bradford ne s'adoucit pas. « Peut-être auriez-vous dû y penser avant d'entretenir une relation inappropriée sur le lieu de travail et de permettre qu'elle devienne un spectacle public. » La réunion se termina peu après, et comme promis, Mark fut escorté jusqu'au hall par la sécurité. En transportant la boîte contenant ses affaires de bureau jusqu'à sa voiture, il ne put s'empêcher de remarquer les regards en coin d'anciens collègues qui passaient en hâte sans parler. En l'espace d'une semaine, Mark avait perdu sa femme, sa maison, son travail et sa réputation. Même ses parents avaient exprimé leur profonde déception, sa mère pleurant ouvertement lors de leur dernier appel téléphonique. La seule chose qui lui restait était son lien avec Sophia, une fille qu'il n'avait pas encore rencontrée, née dans des circonstances qu'il aurait à peine pu imaginer. En quittant l'immeuble de bureau pour la dernière fois, Mark était résolu à se battre, quoi qu'il arrive, pour être un père pour son enfant. C'était la seule relation qu'il avait encore une chance de construire correctement, depuis le début. Ce que Mark ne comprenait pas encore, c'est que reconstruire n'importe quelle partie de sa vie nécessiterait d'affronter les défauts fondamentaux de son caractère qui l'avaient conduit à ce point. Un processus qui serait plus difficile et douloureux que la perte de ses marqueurs externes de succès. 2 semaines après être rentrée de l'hôpital, Sarah était assise dans l'élégant bureau de Diana Winters, largement considérée comme l'une des avocates spécialisées en divorce les plus redoutables de la ville.
Sophia dormait paisiblement dans son couffin à côté de la chaise de Sarah, inconsciente de la discussion sérieuse qui allait façonner son avenir. « Soyons clairs sur vos priorités », dit Diana, sa mèche de cheveux argentés tirée en un chignon sévère assortie à son attitude pragmatique. « Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans ce divorce ?» Sarah y avait longuement réfléchi. La sécurité financière pour Sophia et moi. La garde physique principale avec un droit de visite approprié pour Marc. Je ne l'empêcherai pas de voir sa fille, mais j'ai besoin d'être celle qui prend les décisions au quotidien. Et je veux la maison. J'ai conçu chaque centimètre de cette nurserie. Je ne supporte pas l'idée de la quitter. Diana acquiesça avec approbation. Toutes des demandes raisonnables compte tenu des circonstances de votre séparation et des preuves que nous avons. Je crois que nous sommes en position de force pour négocier des conditions favorables. Par preuve, vous voulez dire la vidéo ? Clarifia Sarah, son expression se crispant. Precisement. Bien que le Connecticut soit un état de divorce sans faute, ce qui signifie que nous n'avons pas à prouver une faute pour obtenir un divorce, les preuves d'adultère et l'incident à votre anniversaire peuvent certainement influencer le tribunal concernant la répartition des biens et potentiellement les arrangements de garde. Sarah se tortilla mal à l'aise. Je déteste que mon humiliation soit devenue un levier. Le comportement professionnel de Diana s'adoucit légèrement. Je comprends. Mais souvenez-vous, vous n'avez pas créé cette situation. Votre mari a fait des choix qui ont conduit à ces conséquences. Nous nous assurons simplement que ces conséquences n'incluent pas des difficultés financières pour vous et votre fille. Sophia s'agita dans son couffin, émettant de petits bruits que Sarah avait déjà appris à reconnaître comme les prémices de la fin. Avec des mouvements experts, Sarah souleva sa fille et se prépara à l'allaiter. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle à l'avocate. « Bien sûr, » l'assura Diana. « J'ai 3 enfants moi-même. Maintenant, discutons de nos prochaines étapes. Avez-vous communiqué directement avec Marc depuis que vous avez quitté l'hôpital ?» Sarah secoua la tête en installant Sophia contre son sein. « Seulement par l'intermédiaire d'amis ou de mes parents. Il a envoyé plusieurs SMS demandant à voir le bébé, mais je lui ai dit que je voulais que toutes les communications passent par nos avocats pour l'instant. »« C'est sage, » approuva Diana. « L'ordonnance restrictive contre Jessica reste en place. »« Oui, bien que je ne l'ai ni vue ni entendue depuis cette nuit-là. Selon les sources d'amis, elle est retournée à Chicago vivre avec ses parents après avoir démissionné du cabinet. » Diana prit une note dans son dossier. « Bien. Une complication de moins. Maintenant, Marc a engagé un avocat, Gérald Hoffman, un avocat respecté en droit de la famille que j'ai affronté de nombreuses fois. Il a demandé une réunion préliminaire pour discuter des arrangements temporaires pendant que le divorce se poursuit. » Sarah acquiesça, caressant doucement la joue de Sophia pendant qu'elle tétait. « Quand ? » ?»« La semaine prochaine, si vous vous sentez d'attaque. Vous n'auriez pas besoin de voir Marc. Ce serait une réunion entre avocats, avec nos clients respectifs dans des pièces séparées. »« C'est bien, » accepta Sarah. « Plus tôt nous établirons des limites claires, mieux ce sera. » Diana étudia sa cliente avec une évaluation professionnelle. Sarah Mitchell présentait une figure convaincante, une nouvelle mère se remettant encore physiquement d'un accouchement traumatisant, mais faisant preuve d'un sang-froid et d'une clarté remarquables. S'il finissait devant un tribunal, un juge serait probablement sympathique à sa situation, surtout avec la vidéo virale fournissant des preuves si accablantes de la trahison de son mari. « Il y a encore une chose dont nous devrions discuter, » dit Diana prudemment. « La nature publique de votre situation. La vidéo a été vue des millions de fois. On vous a approché pour des interviews, je crois. » Sarah acquiesça à contre-cœur. Plusieurs médias, 2 talk-shows et un réalisateur de documentaires. Je les ai tous déclinés. C'est probablement sage pendant un litige en cours, convint Diana. Cependant, vous devriez être préparé à un intérêt public continu. L'avocat de Marc pourrait arguer que la nature virale de la vidéo a indûment nui à l'opinion publique contre son client. La vidéo ne montre que ce qui s'est réellement passé, souligna Sarah.
Je ne l'ai ni créé ni diffusé. C'est vrai, mais la perception compte dans ces affaires. Nous devons être prêts à contrer tout argument selon lequel Mark est injustement diabolisé. Sarah laissa échapper un rire sans humour. Il s'est diabolisé lui-même quand il est resté là à regarder sa maîtresse agresser sa femme enceinte. Le mince sourire de Diana accusa réception du poing. En effet, nous prévoyons de nous revoir avant la discussion préliminaire de la semaine prochaine. En attendant, continuez à documenter toute communication de Mark et appelez-moi immédiatement si Jessica tente de vous contacter en violation de l'ordonnance restrictive. Alors que Sarah rassemblait ses affaires pour partir, Diana offrit une dernière observation. Vous savez, beaucoup de clientes dans votre situation sont encore sous le choc à ce stade. En colère, vengeresse ou complètement dépassées. Vous semblez remarquablement concentrée. Sarah baissa les yeux sur Sophia, maintenant endormie contre son épaule. Je n'ai pas le luxe de m'effondrer. Chaque décision que je prends maintenant affecte son avenir. Elle croisa directement le regard de l'avocate. De plus, j'ai gaspillé assez de larmes pour Mark à l'hôpital. J'ai fini de pleurer pour quelqu'un qui a pu me blesser si délibérément. Diana acquiesça avec approbation. Canalisez cette clarté. Elle vous servira bien dans les mois à venir. À l'autre bout de la ville, Mark était assis dans un bureau considérablement moins imposant, face à son propre avocat. Gerald Hoffman avait la soixantaine, avec le comportement patient de quelqu'un qui avait vu toutes les manifestations possibles de la discorde conjugale au cours de ses 40 ans de carrière. La réunion préliminaire est fixée à mercredi prochain, l'informa Gerald. Diana Winters est coriace mais juste. Elle arrivera avec des demandes spécifiques concernant le soutien temporaire et les arrangements de garde pendant que le divorce se poursuit. Mark S.L. pencha en avant, anxieux. Sarah sera-t-elle là? J'ai besoin de lui parler, de lui faire comprendre que Gerald leva ohne mein. Non, vous ne verrez pas Sarah. C'est une réunion entre avocats, avec les clients dans des pièces séparées, précisément pour éviter une confrontation directe à ce stade émotionnel. Et Mark, je dois être franc avec vous. Votre position n'est pas forte. Les épaules de Mark s'affaissèrent. À cause de la vidéo. Partiellement, oui. La vidéo présente des preuves convaincantes à la fois d'infidélité et d'un comportement qui a mis en danger votre femme et votre enfant. Mais plus largement, vos actions ont créé un récit difficile à contrer. Vous avez entretenu une liaison alors que votre femme était enceinte, votre maîtresse l'a publiquement humiliée, déclenchant un travail prématuré, vous avez perdu votre emploi en conséquence. Ces faits ne vous positionnent pas favorablement pour les négociations de garde. Mark passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Alors, que faisons-nous? Nous vous présentons comme contrit, responsable et concentré sur le fait d'être un bon père à l'avenir. Nous reconnaissons les erreurs passées sans continuer à nous y attarder. Nous soulignons votre engagement à une coparentalité efficace malgré la fin du mariage. Mais je ne veux pas que le mariage se termine, insista Mark. J'ai fait une terrible erreur. Je veux une autre chance. L'expression de Gerald était sympathique mais ferme. Mark, vous devez accepter la réalité. Sarah a demandé le divorce. Étant donné ce qui s'est passé, la réconciliation est extrêmement improbable. Notre objectif est maintenant d'obtenir des arrangements de garde raisonnables et des conditions financières équitables. Mark s'affala sur sa chaise, la finalité de la situation s'imposant à lui. Je n'ai même pas encore rencontré ma fille, dit-il doucement. C'est quelque chose que nous aborderons lors de la réunion préliminaire, l'assura Gerald. Un père a des droits d'accès à son enfant, sauf preuve qu'il présente un danger. Malgré tout, rien ne suggère que vous feriez du mal à votre fille. Bien sûr que non, répondit Mark, horrifié à la simple suggestion. Alors nous obtiendrons un droit de visite, peut-être supervisé au début, mais progressant vers des arrangements plus standards à mesure que vous démontrerez une parentalité responsable. Gerald consulta ses notes. Maintenant, concernant les finances. Vous êtes actuellement sans emploi, n'est-ce pas? Mark acquiesca tristement.
J'ai quelques entretiens prévus, mais les entreprises de mon secteur hésitent en raison de la publicité. Cela complique les calculs de pension, songea Gérald. Nous devons plaider pour que toute ordonnance de pension alimentaire temporaire soit basée sur votre capacité de gain réaliste dans les circonstances actuelles, et non sur votre salaire précédent. Je paierai tout ce qu'il faut pour Sophia, dit rapidement Marc. Je ne veux pas que Sarah pense que j'essaie de me soustraire à mes responsabilités. Gérald nota cela avec approbation. C'est la bonne attitude. Nous viserons des arrangements équitables pour toutes les parties pendant que vous reconstruisez votre carrière. En quittant le bureau de l'avocat, le téléphone de Marc vibra, un SMS de sa mère. Ton père et moi aimerions rencontrer notre petite fille. Des progrès ? Marc soupira lourdement en tapant sa réponse. J'y travaille. Réunion avec les avocats la semaine prochaine. La vérité était que Marc ne s'était jamais senti aussi impuissant de sa vie d'adulte. Son accès à son propre enfant dépendait de négociations juridiques, son avenir professionnel était incertain. Même la relation de ses parents avec leur petite fille dépendait de sa capacité à gérer les conséquences de ses actes. Pour la première fois, Marc commençait à comprendre que certaines erreurs ne pouvaient pas être réparées avec du charme, de l'argent ou des promesses de faire mieux. Certaines trahisons modifiaient de façon permanente le paysage de la confiance et du respect d'une manière qu'aucune excuse ne pouvait restaurer. En se dirigeant vers sa voiture, Marc croisa un jeune couple poussant une poussette, le bras du père protecteur autour des épaules de la mère. La simple scène familiale, celle qu'il avait tenue pour acquise comme faisant partie de son avenir, semblait maintenant un rêve impossible. Le poids de ce qu'il avait perdu par ses propres choix s'abattit sur lui comme un fardeau physique. Les bureaux de Winters et Associés occupaient le 15e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, offrant une vue imprenable sur la ville. Dans une salle de conférence à l'extrémité de l'étage, Diana Winters et Gerald Hoffman étaient assis l'un en face de l'autre, entourés de bloc-notes juridiques et de documents. Leurs clients attendaient dans des pièces séparées, Sarah dans le bureau de Diana, avec Amy lui tenant compagnie, et Marc dans une salle de conférence plus petite, accompagné de son père. Commençons par les questions les plus urgentes, suggéra Diana, son ton professionnel. La garde temporaire et la pension alimentaire pendant que le divorce se poursuit. Gerald acquiesca. Mon client demande un droit de visite régulier avec sa fille. Il propose initialement des visites supervisées, progressant vers des visites de jour non supervisées, le cas échéant. Diana consulta ses notes. Ma cliente est favorable à des visites supervisées 2 fois par semaine pendant 2 heures, qui auront lieu au domicile de Sarah, avec sa sœur présente comme superviseur. C'est assez restrictif, observa Gérald. Marc est le père de Sophia. Il n'y a aucune allégation selon laquelle il ferait du mal à l'enfant. Il y a cependant des preuves significatives qu'il a fait preuve d'un mauvais jugement qui a mis en danger la mère et l'enfant, contra Diana avec douceur. La priorité de Sarah est d'établir une routine stable pour un nouveau-né qui a déjà connu des difficultés médicales. Monsieur Mitchell n'a pas encore démontré son engagement envers le bien-être de Sophia. Gérald fronça les sourcils. Comment peut-il démontrer son engagement s'il est à peine autorisé à voir son enfant ? En acceptant initialement des arrangements conservateurs et en construisant à partir de là, répondit Diana. Il s'agit d'un accord temporaire pendant que le divorce se poursuit, pas de la détermination finale de la garde. Si votre client fait preuve de fiabilité et de bon jugement lors des visites supervisées, nous pourrons revoir les conditions dans 60 jours. Gérald prit une note. J'en discuterai avec mon client. Il passa à la question suivante. Concernant la pension alimentaire temporaire, nous devons aborder la situation professionnelle actuelle de M. Mitchell. En effet, reconnut Diana. Bien que les actions de M. Mitchell aient entraîné son licenciement, ma cliente reconnaît qu'il est dans le meilleur intérêt de Sophia que son père reconstruise sa carrière. Nous proposons une pension alimentaire temporaire basée sur 75% de son salaire précédent pour une période de 3 mois. Après quoi nous réévaluerions en fonction de sa situation professionnelle à ce moment-là. Gérald haussa les sourcils. C'est plus raisonnable que ce à quoi je m'attendais. Le sourire de Diana fut mince.
Madame Mitchell est axée sur la stabilité à long terme, pas sur la punition à court terme. Elle reconnaît que sa fille bénéficie d'avoir un père financièrement stable. Les négociations se poursuivirent pendant près de 2 heures, couvrant l'accès au domicile familial. Mark récupérait ses effets personnels sur rendez-vous uniquement, les décisions médicales pour Sophia, garde légale conjointe avec Sarah ayant le pouvoir de décision en cas de désaccord, et les arrangements financiers provisoires pour les dépenses du ménage. Finalement, Diana rassembla ses papiers. Je crois que nous sommes parvenus à un accord préliminaire sur toutes les questions essentielles. Je vais rédiger l'arrangement temporaire pour votre examen, et sous réserve de l'approbation des clients, nous pourrons procéder au dépôt officiel de divorce le mois prochain. Gerald acquiesca. Mon client espère toujours une réconciliation, mais comprend que nous devons établir ces arrangements temporaires quoi qu'il arrive. L'expression de Diana ne révéla rien, bien qu'elle doutât que Sarah ait le moindre intérêt pour une réconciliation. Je transmettrai cela à ma cliente. En attendant, devrions-nous les informer de nos progrès? Dans le bureau de Diana, Sarah était assise avec raideur sur un canapé en cuir, essayant de se concentrer sur Sophia dormant dans son couffin plutôt que sur l'anxiété qui la rongeait. Amy faisait défiler son téléphone à côté d'elle, partageant occasionnellement des mises à jour des réseaux sociaux pour distraire sa sœur. Apparemment, Jessica a fermé tous ses comptes de réseaux sociaux, rapporta Amy. Sage décision, compte tenu des menaces de mort. Sarah Grimoka. Je ne cautionne pas ça. Autant je déteste ce qu'elle a fait, menacer de violence n'est pas la solution. Tu es une meilleure personne que moi, marmonna Amy. Je serais très bien avec le fait qu'elle subisse quelques conséquences. Elle a perdu son travail et a dû retourner vivre chez ses parents. Ce sont des conséquences, souligna Sarah. De plus, c'est Mark qui m'a fait des vœux, pas Jessica. La porte s'ouvrit et Diana entra avec une expression satisfaite qui apaisa immédiatement une partie de la tension de Sarah. Nous sommes parvenus à des accords préliminaires sur tous les points clés, annonça Diana. Monsieur Hoffman va en discuter avec Mark, mais je crois que les conditions sont assez favorables. Elle exposa ensuite le calendrier des visites, les arrangements de pension et d'autres détails qu'ils avaient négociés. Sarah écouta attentivement, hochant la tête à chaque point expliqué. Donc, il pourra voir Sophia à partir de la semaine prochaine, clarifia-t-elle lorsque Diana eut terminé. Oui, sous la supervision dont nous avons discuté. Êtes-vous à l'aise avec ce calendrier? Sarah prit une profonde inspiration. Oui. Ce n'est pas juste pour Sophia de retarder sa relation avec son père à cause de ce qui s'est passé entre nous. Diana étudia sa cliente avec approbation. C'est une perspective mature. Pour ce que ça vaut, Monsieur Hoffman a transmis que Mark espère toujours une réconciliation. L'expression de Sarah se durcit. Ça n'arrivera pas. J'ai transmis la même chose, mais pas dans ces termes exacts, l'assura Diana. Maintenant, je vous suggère de ramener le projet d'accord à la maison, de l'examiner attentivement, et nous le finaliserons d'ici la fin de la semaine. Alors que Sarah et Amy se préparaient à partir, Diana ajouta nonchalamment « Oh, et Sarah, vous pourriez vouloir savoir qu'un magazine féminin de premier plan m'a contacté. Ils font un reportage sur la résilience après la trahison et aimeraient vous interviewer. » Sarah secoua immédiatement la tête. « Pas d'interview. » C'est votre prérogative, bien sûr, reconnut Diana. Mais considérez ceci, en ce moment, votre histoire est racontée par cette vidéo virale et les spéculations des réseaux sociaux. Une interview vous donnerait le contrôle de votre propre récit. J'y réfléchirai, concéda Sarah, bien qu'elle n'eût aucune intention d'exposer sa douleur à la consommation publique. Pendant ce temps, dans la petite salle de conférence, Mark écoutait Gérald expliquer les conditions qu'ils avaient négociées. Son père, Robert Senior, était assis à côté de lui, hochant occasionnellement la tête à mesure que divers points étaient clarifiés. Quand Gérald eut terminé, la première question de Mark fut immédiate. « Quand puis-je voir Sophia ?» Les visites supervisées peuvent commencer la semaine prochaine, en supposant que Sarah approuve l'accord, confirma Gérald. C'est plus restreint que ce que nous espérions initialement, mais c'est un point de départ. Mark acquiesça,
désespéré d'avoir même cet accès limité à sa fille. Et Sarah, a-t-elle dit quelque chose à propos de nous? D'essayer à nouveau? Gérald échangea un regard avec le père de Marc avant de répondre prudemment. Marc, j'ai transmis votre intérêt pour une réconciliation, mais je ne qualifierai pas la réponse de Madame Winters d'encourageante. Je pense que vous devez vous préparer à ce que le divorce se poursuive. Le père de Marc posa une main sur l'épaule de son fils. Mon fils, tu dois te concentrer sur le fait d'être un bon père maintenant. Cette relation est encore récupérable. Le mariage. Il secoua tristement la tête. Certaines choses cassées ne peuvent pas être recollées. Marc déglutit difficilement, luttant contre des larmes inattendues. La finalité de la chose commençait enfin à s'imposer. Son mariage était terminé. La vie qu'il avait construite avec Sarah était irrémédiablement brisée, détruite par ses propres choix. Tout ce qui restait était de sauver ce qu'il pouvait de l'épave et d'essayer de construire quelque chose de nouveau. Je comprends, dit-il finalement. Signons l'accord. Je veux rencontrer ma fille. 6 mois passèrent, avec le rythme régulier qui émerge lorsqu'une nouvelle normalité commence à prendre forme à partir du chaos. Sarah avait repris le travail à temps partiel, organisant un horaire flexible qui lui permettait d'être à la maison avec Sophia 3 jours par semaine. La procédure de divorce se poursuivait avec une précision méthodique, chaque dépôt légal la rapprochant de la fin officielle de son mariage. Marc avait trouvé un nouveau poste dans un cabinet d'investissement plus petit, acceptant une baisse de salaire significative mais reconnaissant de l'opportunité de reconstruire sa carrière. Ses visites supervisées avec Sophia avaient progressé vers du temps non supervisé le week-end, et bien que sa relation avec Sarah restât strictement professionnelle, axée entièrement sur la coparentalité, il avait embrassé son rôle de père avec un dévouement inattendu. Un matin d'automne frais, Sarah était assise dans le bureau de sa thérapeute pour sa séance bi-hebdomadaire. Le docteur Levine, une femme compatissante d'une 50aine d'années, aidait Sarah à surmonter le traumatisme des 6 derniers mois et à naviguer dans sa nouvelle identité de mère célibataire. « Vous semblez plus détendue aujourd'hui », observa le docteur Levine. « Comment vont les choses ?» Sarah s'installa plus confortablement dans le fauteuil. « Mieux, je pense. Sophia a dormi toute la nuit 3 fois cette semaine, ce qui donne l'impression de gagner au loto. Le travail se passe bien. Ils ont été incroyablement compréhensifs concernant mon emploi du temps. Et le divorce devrait être finalisé le mois prochain. Comment vous sentez-vous à l'approche de cette étape ? Sarah réfléchit attentivement à la question. Soulagée, surtout. Prête à clore officiellement ce chapitre. Bien que parfois, j'ai encore des moments où je me dis « ma vie n'était pas censée se passer comme ça ». Surtout quand je vois des familles avec les 2 parents au parc ou à l'épicerie. Le docteur Levine acquiesca encourageante. C'est naturel. Vous faites le deuil non seulement de la fin de votre mariage, mais aussi de la perte de l'avenir que vous aviez imaginé. Exactement, convint Sarah. Je ne fais plus le deuil de Marc. Ça s'est terminé au moment où il est resté là pendant que Jessica jetait ce gâteau. Mais je pleure parfois la vie que je pensais que nous aurions. Et comment se passent les arrangements de coparentalité ? L'expression de Sarah s'adoucit. Mieux que prévu, en fait. Marc s'est vraiment montré à la hauteur en tant que père. Il est fiable avec son emploi du temps, il suit toutes les instructions de soins que j'envoie avec Sophia, et il ne parle plus jamais de notre relation. Il est entièrement concentré sur le fait d'être là pour elle. Ça doit être un soulagement, nota le docteur Levine. Ça l'est, reconnut Sarah. J'avais tellement peur que Sophia devienne un pion dans une bataille de divorce amer, mais Marc semble vraiment comprendre que nos problèmes ne devraient pas affecter sa relation avec lui. Le docteur Levine prit une note dans son carnet. La dernière séance, nous avons parlé de la possibilité que vous commenciez à sortir à nouveau. Avez-vous réfléchi davantage à cela ? Sarah laissa échapper un rire sincère qui atteignit ses yeux. Avec quel temps ? Entre Sophia, le travail et la finalisation du divorce, j'ai à peine le temps de prendre une douche, encore moins de sortir. Contrainte de temps mise à part, insista doucement le docteur Levine,
Comment vous sentez-vous à cette idée, émotionnellement? L'amusement de Sarah s'estompa pour laisser place à la réflexion. Honnêtement, je ne suis pas prête. Pas parce que je suis encore attachée à Marc, mais parce que je suis encore en train d'apprendre à me connaître à nouveau. Qui je suis en tant que Sarah, pas seulement la femme de Marc ou la mère de Sophia. J'ai passé tellement d'années à me définir à travers ma relation avec lui. J'ai besoin de temps pour découvrir qui je suis par moi-même avant de pouvoir éventuellement être une bonne compagnie pour quelqu'un d'autre. Le docteur Levine sourit avec approbation. C'est une perspective très saine. Beaucoup de gens se précipitent dans de nouvelles relations pour combler le vide laissé par un divorce, souvent avec des résultats décevants. Alors que la séance se poursuivait, Sarah se surprit à réfléchir au chemin parcouru depuis cette désastreuse fête d'anniversaire. La femme qui s'était tenue figée, le gâteau dégoulinant sur son visage, totalement humiliée devant amis et famille, semblait être une personne différente maintenant, quelqu'un qui avait existé dans une autre vie. La transformation n'avait pas été facile ni linéaire. Il y avait eu des jours sombres au début, des nuits où Sophia pleurait inconsolablement et où Sarah, épuisée et seule, pleurait avec elle. Des moments où vérifier le courrier pour n'y trouver qu'un autre document juridique rappelait l'échec de son mariage en noir et blanc. Des moments où les tâches les plus simples semblaient écrasantes parce qu'elles devaient être affrontées seules. Mais il y avait aussi eu une luminosité inattendue. La collègue qui avait organisé une chaîne de repas pour que Sarah n'ait pas à cuisiner pendant ses premières semaines à la maison avec Sophia. Les voisins qui s'étaient relayés pour tondre sa pelouse sans qu'on le leur demande. Amis, qui avaient pratiquement emménagé pendant le premier mois, fournissant à la fois une aide pratique et un soutien émotionnel. Et, plus surprenant encore, la force que Sarah avait découverte en elle-même, une résilience dont elle ne soupçonnait pas l'existence jusqu'à ce que les circonstances la forcent à la trouver. Après sa séance de thérapie, Sarah récupéra Sophia à la crèche où elle passait 2 jours par semaine. À 10 mois, Sophia était un bébé joyeux, avec les cheveux foncés de Marc et la personnalité déterminée de Sarah. Elle poussa des cris de joie en apercevant sa mère, se hissant sur la barrière du parc et rebondissant avec excitation. « Voilà ma fille », roucoula Sarah, signant le registre et prenant Sophia dans ses bras. « Tu as passé une bonne journée, ma puce. » Elle a été adorable, comme toujours, l'assura l'auxiliaire de puériculture. Elle commence vraiment à maîtriser ses blocs en bois. Une vraie petite ingénieure. Sarah Ryan Knight de fierté. Chaque nouvelle compétence développée par Sophia la remplissait d'émerveillement et de joie, des points lumineux de bonheur qui rendaient parfois le difficile voyage de l'année écoulée valable, ne serait-ce que parce qu'il avait abouti à cette petite personne parfaite. Alors qu'elle rentrait à la maison, le téléphone de Sarah sonna via le système Bluetooth de la voiture. Le nom d'Amy s'afficha à l'écran. « Salut, quoi de neuf ?» répondit Sarah. « Tu es assise ?» demanda Amy, sa voix vibrant d'une émotion que Sarah ne put identifier immédiatement. « Je conduis, donc oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien ne va mal, » l'assura rapidement Amy. « Mais tu ne vas jamais croire ce qui vient de se passer. Jessica Roberts m'a contacté via LinkedIn. » Sarah faillit griller un stop, surprise. « Quoi? Pourquoi te contacterait-elle? » « Elle veut s'excuser auprès de toi, » expliqua Amy. Elle a envoyé un long message expliquant qu'elle est en thérapie, qu'elle travaille sur ses problèmes, et qu'une partie de sa guérison consiste à faire amende honorable auprès des personnes qu'elle a blessées. Elle m'a demandé si je pensais que tu serais disposée à la rencontrer. Sarah resta momentanément sans voix. La femme qui lui avait jeté du gâteau sur son ventre de femme enceinte, déclenchant un travail prématuré et coûtant presque la vie à Sophia, voulait s'excuser? Je lui ai dit que je te demanderais, mais sans pression de toute façon, continua Amy quand Sarah ne répondit pas immédiatement. J'ai aussi dit que si tu acceptais de la rencontrer, je serais là avec toi tout le temps. Sarah se gara dans son allée, son esprit tourbillonnant. Je ne sais pas, Amy. Quel serait l'intérêt? Ce n'est pas comme si nous pouvions un jour être amis. Il ne s'agit pas d'amitié, souligna Amy. Il pourrait s'agir de tourner la page, pour vous deux. Sarah jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à Sophia, qui mâchouillait joyeusement un anneau de dentition dans son siège auto.
Laisse-moi y réfléchir. Ce n'est pas quelque chose que je veux précipiter. Après avoir raccroché avec Amy, Sarah resta assise dans sa voiture garée pendant plusieurs minutes, digérant ce développement inattendu. Jessica voulant s'excuser était la dernière chose à laquelle elle se serait attendue. Une partie d'elle voulait refuser catégoriquement. Pourquoi devrait-elle donner à Jessica la satisfaction d'apaiser sa conscience? Mais une autre partie, celle qui avait travaillé avec le docteur Levine sur le lâcher-prise de la colère qui ne nuisait qu'à elle-même, se demandait si entendre Jessica pourrait aider à clore ce chapitre plus complètement. Ce soir-là, après avoir couché Sophia, Sarah s'assit sur sa terrasse avec un verre de vin, contemplant les étranges tournants qu'avait pris sa vie. Son téléphone sonna, un SMS de Marc. Sophia a laissé son lapin en peluche préféré dans ma voiture. Veux-tu que je le dépose ce soir? Sarah répondit par SMS. Pas besoin, elle a un lapin de secours ici. Tu peux l'apporter vendredi pour ton week-end. L'échange était typique de leur communication actuelle. Poli, axé sur Sophia, dépourvu de liens personnels. C'était si différent des SMS affectueux qu'ils s'envoyaient autrefois, pleins de blagues privées et d'affection. Mais cette nouvelle relation professionnelle remplissait son rôle. Ils étaient désormais coparents, pas partenaires, et Sarah avait fait la paix avec cela. Une semaine plus tard, Sarah était assise en face de Jessica dans un coin tranquille d'un café qu'Amy avait choisi pour sa discrétion. Amy était assise protectrice à côté de sa sœur, son expression indiquant clairement qu'elle était prête à mettre fin à la réunion au premier signe de détresse de Sarah. Jessica avait l'air différente de ce dont Sarah se souvenait. La femme confiante et glamour qui s'était pavanée à la fête d'anniversaire dans sa robe rouge avait été remplacée par quelqu'un de plus réservé. Vêtue d'un simple jean et d'un pull, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », commença Jessica, sa voix visiblement nerveuse. « Honnêtement, je n'étais pas sûre que vous le feriez. »« Je n'étais pas sûre non plus », admit Sarah avec franchise. « Mais j'essaie de pratiquer ce que ma thérapeute appelle l'ouverture radicale. Être disposée à s'engager dans des situations difficiles au lieu de les éviter. » Jessica acquiesça, tripotant sa tasse de café. « J'ai aussi été en thérapie. Beaucoup. Il s'avère que j'ai des problèmes assez importants de recherche de validation à travers des relations avec des hommes indisponibles. » Elle prit une profonde inspiration. « Mais ce n'est pas pour ça que je voulais vous voir. Je voulais m'excuser, face à face, pour ce que j'ai fait cette nuit-là. » Sarah resta silencieuse, attendant. « Ce que j'ai fait était inexcusable, » continua Jessica. « J'étais en colère et blessée parce que Marc promettait de vous quitter depuis des mois. Puis soudain, il agissait comme s'il voulait que votre mariage fonctionne. Mais ce n'est aucune justification pour attaquer physiquement une femme enceinte. J'ai mis votre vie et celle de votre bébé en danger parce que je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Et j'ai dû vivre avec cette connaissance chaque jour depuis. » « Oui, c'est vrai, » convint Sarah, sa voix ferme. « Et j'ai dû vivre avec les conséquences. Sophia est née un mois plus tôt. Elle a passé ses premiers jours en Usain. Nous aurions pu mourir toutes les deux. » Jessica blamed visiblement. « Je sais. Et il n'y a rien que je puisse faire pour changer cela ou le réparer. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis profondément désolée, et je travaille chaque jour pour devenir quelqu'un qui ne ferait plus jamais quelque chose d'aussi horrible. » Amy observait l'échange avec une attention lasse, prête à intervenir si nécessaire, mais Sarah restait calme, son sang-froid intact. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Sarah après un moment. Jessica acquiesça. « N'importe quoi. » « Quand cela a-t-il commencé? Votre relation avec Marc ?» Jessica hésita, clairement mal à l'aise avec la question, mais apparemment engagée à une honnêteté totale. « Environ 6 mois avant cette nuit-là. Il disait que les choses à la maison étaient tendues, que vous étiez obsédée par la grossesse et qu'il se sentait invisible. Il m'a fait croire que votre mariage était essentiellement terminé, sauf sur le papier. » Sarah absorba cette information avec un léger hochement de tête. Cela correspondait à la chronologie qu'elle avait reconstituée à partir des SMS et des emails de Marc, découverts lors de la procédure de divorce.
Saviez-vous que j'étais enceinte quand vous avez commencé à le voir? Jessica baissa les yeux sur ses mains. Oui. Il me l'a dit tout de suite. Il a dit que c'était un accident, que vous étiez tombée enceinte malgré un accord pour attendre. Elle leva les yeux, rencontrant directement ceux de Sarah. Plus tard, il m'a dit qu'il n'était pas sûr que le bébé soit le sien. Le sang-froid de Sarah se fissura enfin légèrement, une lueur de douleur traversant ses traits. Amy posa immédiatement une main sur le bras de sa sœur en soutien. C'était un mensonge, dit Sarah doucement. Il n'y a jamais eu de question sur la paternité de Sophia. Et la grossesse était planifiée. Nous essayons depuis plus d'1 an. Jessica ferma brièvement les yeux. Je ne suis pas surprise. Il m'a dit beaucoup de choses dont j'ai réalisé plus tard qu'elles étaient probablement des mensonges. Non pas que cela excuse mon comportement, ajouta-t-elle rapidement. J'ai quand même choisi de croire ce que je voulais croire et d'agir d'une manière impardonnable. Les 3 femmes restèrent assises en silence un moment, le poids d'une histoire partagée, bien qu'expérimentée sous des perspectives radicalement différentes, flottant entre elles. Finalmente, Sarah parla. J'apprécie vos excuses, Jessica. Vraiment. Je ne peux pas dire que je vous pardonne, du moins pas encore. Mais je peux dire que j'espère que vous trouverez la paix et que vous apprendrez de cette expérience. Jessica acquiesça, des larmes emplissant ses yeux. C'est plus que ce que je mérite. Merci de m'avoir écouté. Alors qu'elle se préparait à partir, Jessica posa une dernière question. Comment va votre fille, si cela ne vous dérange pas que je demande? Pour la première fois, Sarah sourit, une expression authentique qui transforma son visage. Sophia est incroyable. Forte, intelligente, déterminée. Tout ce qu'elle fait me remplit d'émerveillement. Jessica rendit le sourire, prudemment. Elle a l'air merveilleuse. Je suis contente. Je suis contente que vous alliez bien toutes les deux. La réunion se termina peu après, et alors que Sarah et Amy se dirigeaient vers leur voiture, Amy étudia attentivement sa sœur. Ça va? Ça n'a pas dû être facile. Sarah réfléchit à la question. En fait, je me sens plus légère. Ça ne change pas ce qui s'est passé, mais savoir qu'elle reconnaît la gravité de ce qu'elle a fait, qu'elle prend ses responsabilités, ça aide, en quelque sorte. Amy secoua la tête avec stupéfaction. Tu es incroyable, tu sais ça? Après tout ce que tu as traversé, tu as quand même trouvé de la compassion pour la femme qui a causé tant de douleur. Sarah haussa les épaules. Ce n'est pas vraiment à propos d'elle. C'est à propos de moi. Quel genre de personne je veux être? Quel exemple je veux donner à Sophia? S'accrocher à la colère ne fait que prendre de l'énergie dont j'ai besoin pour des choses plus importantes. Exactement 1 an après la tristement célèbre fête d'anniversaire, Sarah se tenait dans sa cuisine, mettant la touche finale à un petit gâteau décoré d'une unique bougie. Sophia, maintenant âgée de 14 mois, jouait joyeusement dans sa chaise haute, babillant avec excitation devant les vermicelles colorées que sa mère ajoutait au glaçage. La sonnette retentit et Sarah s'essuya les mains sur un torchon avant d'aller ouvrir. Amy se tenait sur le porche, les bras chargés de cadeaux et de ballons. Joyeux jour de renaissance, annonça Amy en entrant avec son exubérance habituelle. Sarah rit de l'enthousiasme de sa sœur. Tu n'avais vraiment pas besoin d'apporter tout ça. Bien sûr que si, insista Amy. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est l'anniversaire de ton avènement en tant que femme incroyable que tu es maintenant. La version Sarah 2.0, si tu veux. Sarah leva les yeux au ciel avec bonne humeur en aidant Amy à disposer ses offrandes sur la table de la salle à manger. Tu es ridicule. Mais je t'aime pour ça. Sérieusement, cependant, dit Amy, son ton devenant sérieux. Je suis tellement fière de la façon dont tu as géré tout ça cette dernière année. Tu as été incroyable. Sarah fut sauvée de devoir répondre à cet éloge par l'arrivée d'autres invités, Rebecca et plusieurs autres amis proches qui avaient été le système de soutien de Sarah tout au long de cette année difficile. Chacun apporta de la nourriture, des boissons ou de petits cadeaux, créant une atmosphère festive qui remplit la maison de rire et de chaleur. Alors que Sarah allumait l'unique bougie sur le gâteau,
Elle s'adressa aux amis rassemblés. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Il y a 1 an, je pensais que ma vie se terminait. Littéralement, à un moment donné, sourit-elle avec tristesse. Mais au lieu de cela, elle ne faisait que commencer, d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Amy leva son verre. À Sarah, qui nous a montré à tous ce qu'est la vraie force. À Sarah, firent écho les amis, levant leur verre en un toast. Sarah rougit sous la tension, mais continua. J'ai tellement appris cette dernière année. Sur la résilience, sur l'amitié, sur ce qui compte vraiment. Elle jeta un coup d'œil à Sophia, qui regardait la flamme de la bougie avec une attention fascinée. Surtout, j'ai appris que parfois, ce qui ressemble au pire moment de votre vie peut en fait être le début de quelque chose de meilleur que ce que vous n'auriez jamais osé rêver. Alors que Sarah se penchait pour souffler la bougie, elle fit un vœu silencieux. Non pas pour l'amour ou le succès, ou aucune des choses qu'elle aurait pu souhaiter 1 an plus tôt, mais pour une force continue afin de faire face aux défis qui l'attendaient encore. Car si l'année écoulée lui avait appris quelque chose, c'était qu'elle était capable de surmonter des tempêtes qu'elle aurait autrefois cru impossibles à survivre. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et une fois Sophia endormie dans son berceau, Sarah était assise seule sur sa terrasse, contemplant les étoiles visibles à travers les éclaircies dans la couverture nuageuse. Son divorce avait été finalisé 3 mois plus tôt, marquant la fin officielle de son mariage avec Marc. Dans un développement inattendu, la procédure avait été moins litigieuse que prévu, Marc acceptant des conditions généreuses concernant la pension alimentaire pour enfants et le partage des biens. La maison où ils avaient autrefois prévu d'élever leur famille ensemble appartenait désormais uniquement à Sarah. Elle avait repeint plusieurs pièces, réarrangé les meubles et transformé progressivement l'espace en quelque chose qui reflétait ses propres goûts plutôt que les compromis du mariage. C'était une manifestation physique de la rénovation intérieure qu'elle avait subie, reconstruisant sa vie selon ses propres termes. Son téléphone sonna, un SMS. C'était de David, un père célibataire qu'elle avait rencontré au groupe de jeux de développement de Sophia. Juste pour vérifier que c'est toujours bon pour la sortie au parc demain. Logan est très excité de montrer à Sophia son nouveau camion. Sarah sourit en répondant par l'affirmative. David n'était qu'un ami pour l'instant, aucun d'eux n'était prêt pour plus. Mais sa présence dans sa vie représentait une possibilité. La possibilité qu'un jour, quand le moment serait venu, elle pourrait rouvrir son cœur. Non pas pour remplacer ce qui avait été perdu, mais pour créer quelque chose de nouveau et d'inattendu. Alors qu'elle se préparait pour aller au lit cette nuit-là, Sarah aperçut son reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui la regardait était différente de celle qui s'était tenue couverte de glaçage et humiliée 1 an plus tôt. Cette Sarah se tenait plus droite, ses yeux plus clairs, son expression plus sereine. La douleur n'avait pas entièrement disparu. Il y aurait toujours une cicatrice là où son cœur avait été brisé. Mais elle ne la définissait plus. Dans la nurserie, Sarah s'arrêta pour regarder Sophia dormir paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans la douce lueur de la veilleuse. Quoi qu'il se soit passé d'autre, cet enfant parfait avait émergé du chaos, et pour cela, Sarah ne pouvait se résoudre à regretter aucune partie du voyage qui les avait menés ici. Il y a 1 an, une salle pleine de gens avait ri alors que le gâteau dégoulinait sur son ventre de femme enceinte. Ils avaient cessé de rire quand elle s'était effondrée, quand la gravité de leur cruauté était devenue apparente dans son urgence médicale. Mais au final, ce n'était ni leur rire ni même leur honte éventuelle qui importait. Ce qui importait, c'est que Sarah avait découvert en elle une capacité de résilience, de pardon et de joie qu'aucune humiliation ne pouvait diminuer. Elle avait trouvé sa voie, sa force et son but. Et cette transformation, de victime à survivante, puis à personne épanouie, valait la peine d'être célébrée avec une unique bougie et un vœu pour l'avenir. En éteignant la lumière, Sarah murmura dans l'obscurité, « Joyeux jour de renaissance à moi ».